Salut tout le monde, je me trouve aujourd'hui à Craigmillar, donc à quelques kilomètres du centre d'Édimbourg, devant ce magnifique château qui est un des mieux conservés d'Écosse, comme vous pouvez le constater. Il date du XVe siècle, en tout cas il a été construit en 1440 par la famille Preston. Le terrain a été donné par le roi Robert à la fin du XIVe siècle. Ce château est connu pour plusieurs raisons, outre son parfait état de conservation. Il est connu parce qu'il a abrité en 1566 la reine Marie d'Écosse, qui est venue ici après son accouchement de son fils, le futur Jacques Ier. Un petit peu avant de partir, un engagement a été pris du nom de engagement de Craigmillar, dans lequel plusieurs nobles s'étaient alliés pour tuer le mari de la reine, Darnley. Alors est-ce qu'elle était au courant ou pas, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, donc cet engagement, ce pacte de Craigmillar a conduit à l'assassinat de son mari. Le château est constitué de plusieurs enceintes. Là, nous sommes dans la deuxième cour. Comme vous voyez, nous sommes rentrés par la porte que vous trouvez juste là. Derrière moi, il y avait donc une seconde, enfin en tout cas une première enceinte de fortification. Le château est racheté en 1660 par le juge Sir John Gilmore, qui va moderniser un petit peu le château médiéval, créer de grandes pièces comme celle-ci qui se trouve juste derrière moi. Sir Gilmore était juge. Il a notamment jugé la marquise d'Argyle, qui a été accusée de trahison lors de la conjuration de Cromwell contre le roi Charles Ier. Le juge n'aura aucune pitié pour elle. Il dira même que dans cette conjuration, c'est celle qui a été la plus coupable d'entre tous de trahison, et elle sera décapitée en 1661. Vous voyez juste ici le donjon qui date de 1374, du début en tout cas de la construction de ce château. Il comprend bien sûr de larges caves, un grand hall et quelques chambres juste en dessous. Juste à côté, nous avons la partie suivante qui a été construite donc, dans les années 1500 dans le style Renaissance, avec de grandes chambres, une galerie et ensuite, juste là où on était tout à l'heure, donc juste en face, vous avez la partie la plus récente. On est donc dans la partie 16e siècle, donc vous voyez des pièces un peu plus grandes, un peu mieux aménagées qu'un simple château fort. Et puis surtout, vous voyez des fenêtres beaucoup plus grandes qui ne correspondent évidemment pas à un château médiéval. Nous sommes ici donc dans les sous-sols du château. La porte que vous voyez ici mène aux prisons. Alors oui, il y avait bien des prisons dans le château, puisque les seigneurs avaient le droit de justice dans leurs terres. Donc c'est ici que les prisonniers attendaient leur sort. Ils étaient même mieux traités que dans le château d'Édimbourg, parce que vous voyez, il y avait même un parfait exemple de latrine. Nous sommes à présent dans le donjon. Alors, comme vous pouvez peut-être le constater, on voit en fait une délimitation au niveau du mur, juste ici. En fait, à la base, il y avait deux étages, donc séparés par un plancher en bois. Et cet endroit était tout simplement une cave destinée à conserver les aliments. Nous avons ici un parfait exemple de four à pain, très bien conservé. Juste à votre gauche, sur la droite, la petite niche était destinée à la préservation du sel, donc une denrée extrêmement précieuse, puisqu'elle permettait de conserver les aliments. Je me trouve donc dans le grand hall, la salle où avaient lieu les banquets, qui est encore une fois merveilleusement bien conservée. Donc c'est ici que donnaient les bals, les repas. Tout comme en France, les convives étaient assis en fonction de leur rang. Plus vous étiez proche du roi, plus vous étiez assis près de lui à table.
Petite particularité, petite innovation ici, juste là, donc derrière moi, je vais y entrer. Vous voyez, donc cette petite pièce était une cuisine. Donc en fait, le château bénéficiait d'une cuisine à l'étage, ce qui était assez rare, mais quand même très pratique pour les banquets, ce qui permettait de préparer la nourriture et en tout cas de la servir chaude, de manière chaude aux convives. Donc c'est assez exceptionnel et encore une fois, la pièce est très bien conservée. Vous pouvez donc voir, je vais vous montrer tout de suite, une petite innovation. Sur ce dessin, on voit un chaudron qui était pensé de manière assez intelligente puisque dans les bocaux que vous voyez juste ici, il y avait de la viande qui était cuite dans ces bocaux, mais également dans les petits sacs des céréales ainsi que des oignons et d'autres produits, d'autres légumes. Donc ce qui était assez bien pensé pour pouvoir cuire la nourriture. Une très belle vue de haut du grand hall. Je me trouve dans une cuisine, c'est ainsi qu'on termine la visite du château. Alors oui, encore une, mais en fait cette cuisine a été construite au XVIe siècle parce qu'en 1544, le château a été envahi et brûlé, et même pillé de ses richesses par le roi Henri VIII, en fait, qui a voulu forcer Marie, reine d'Écosse, à épouser son fils Édouard. Donc le château a ensuite été reconstruit par les Preston, mais il a été évidemment endommagé par l'incendie. Je me trouve à présent dans une petite chambre qui était assez coquette à l'époque, qui est probablement la chambre où a séjourné Marie, la reine d'Écosse. Elle est venue ici se reposer parce qu'elle est tombée malade après sa grossesse, après son accouchement, qui s'est assez mal passé. Il faut dire que sa vie a été un drame permanent puisque en mars 1566, son secrétaire et amant, qui s'appelle donc, je regarde sur le tableau, David Rizzo, a été poignardé sous ses yeux. Donc elle est venue ici à Craig Millar se reposer de sa maladie, mais aussi probablement de dépression après la mort de son amant. C'est donc ici, comme je vous disais tout à l'heure, qu'a eu lieu la conjuration. Donc est-ce qu'elle y a participé ou pas pour assassiner son mari? C'est fort probable, puisqu'on le soupçonne, son mari, d'avoir fait assassiner son amant. Par la suite, il est devenu assez incontrôlable, donc il est probable qu'elle ait fait assassiner donc, son mari. Par la suite, donc après décembre 1566, les drames de sa vie vont continuer, puisqu'elle va être violée, elle va être mariée de force, enfermée, torturée et forcée à abdiquer par sa cousine, la légendaire reine Élisabeth, surnommée la Reine Vierge. Reine Vierge, qui notamment ne donnera pas d'héritier, et c'est donc le fils de Marie, Jacques, qui sera son héritier et qui deviendra roi d'Angleterre. Je continue l'ascension du donjon. On a une très belle vue. Hop. Et juste en bas, donc, le château. Je me trouve dans la partie Renaissance, cette pièce s'appelait la galerie, donc probablement là où on pouvait se divertir, jouer de la musique. Il faut savoir d'ailleurs que Marie, reine d'Écosse, était une très bonne musicienne. À présent, donc, je vais m'avancer vers les remparts de la tour. Et bien sûr, on y a accès. Alors faites attention parce que les marches sont traîtres. Et voilà, je suis en haut de la tour. Avec une très belle vue, que ce soit du bâtiment ou du paysage.
sur cette tour, nous avons un très bel exemple de mâchicoulis, encore en très bon état de conservation. Donc petit rappel, les mâchicoulis sont donc cette espèce de balcon percé par lequel les assiégés pouvaient jeter des matières sur les assaillants.